Le Congrès a tenu des auditions cette semaine concernant les fichiers récemment déclassifiés sur l'assassinat de JFK. 20 000 pages de documents que la CIA avait retenus du public américain pendant plus de 60 ans. Comme prévu, les médias d'entreprise ainsi que les démocrates au Congrès se sont mobilisés pour déclarer de manière définitive que ces nouveaux documents disculpent la CIA de toute faute dans le complot visant à tuer le président. Pour nous aider à comprendre ce qui s'est réellement passé, nous parlons avec Aaron Good, un politologue et historien connu pour ses examens critiques de la politique étrangère des États-Unis. Il se joint à moi aujourd'hui pour décomposer les dernières publications de fichiers ainsi que les réactions à celles-ci. Alors, Aaron, merci beaucoup d'être ici. Je l'apprécie vraiment. Merci. C'est un plaisir d'être ici. Je veux commencer par Julian Barnes du New York Times, car il a apparemment établi un record du monde de lecture rapide, ayant lu 20 000 dossiers JFK nouvellement publiés en quelques jours. Il a dû le faire, car il a déterminé de manière définitive que la CIA n'a pas tué JFK. Des milliers et des milliers de pages de ces documents ultra secrets liés à l'assassinat de JFK. Alors, compte tenu de cet historique, quelle a été votre première impression lorsque vous avez enfin eu la chance de vraiment les comprendre? Eh bien, sans vouloir gâcher l'épisode, la CIA n'a pas tué JFK. Affaire classée. Et si vous avez suivi les auditions du Congrès mardi, vous auriez entendu des refrains similaires de la part des démocrates du Congrès. Mais vous avez dit, je pense, juste pour corriger ce que vous avez dit cependant qu'il n'y a pas de preuve directe à ce jour que la CIA a commis l'assassinat. Est-ce correct? Je dirais que le schéma factuel qui a émergé le mois dernier montre une culpabilité ou une complicité dans la mort du président. Mais pas de preuve directe, est-ce correct, monsieur? Nous avons des preuves très directes de la surveillance d'Oswald par la CIA. Non, je ne demande pas cela. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Je veux dire des preuves directes que la CIA est liée à l'assassinat. Tous ces événements relient la CIA à l'assassinat. Je comprends cela, monsieur. Je vous dis simplement que mon interprétation de ce qui a été présenté est que je n'ai pas vu de preuves directes. Les dossiers auparavant classifiés sur l'assassinat de JFK sont désormais publics et ne montrent aucune preuve d'une conspiration de la CIA. Donc, au lieu de donner une tribune aux théories du complot, et soyons clairs, il y a des lacunes. Je ne veux pas que vous pensiez que je ne pense pas qu'il y a des lacunes. Mais quand nous regardons en arrière, nous devons le faire pour pouvoir aller de l'avant et, espérons-le, faire mieux. Et ABC News a fait écho aux démocrates du Congrès, rapportant que les audiences étaient une tentative de raviver des théories du complot infondées. Maintenant, il est impossible que l'un d'entre eux ait lu les 20 000 nouveaux dossiers publiés il y a seulement quelques semaines. Alors, Aaron, que pensez-vous du fait que les médias traditionnels et les démocrates au Congrès rejettent de manière réflexe l'idée d'un complot de la CIA pour tuer le président Kennedy? Eh bien, ils restent fidèles à leur habitude, car depuis l'assassinat, dans les décennies qui ont suivi l'assassinat en 1963, les principaux éléments aux États-Unis qui ne croyaient pas qu'il y avait un complot derrière l'assassinat étaient les médias établis, les médias traditionnels et les déclarations publiques des politiciens. Mais une fois que vous allez au-delà de cela, les politiciens croyaient en privé qu'il y avait un complot derrière l'assassinat. Je fais référence à LBJ lui-même, qui en est venu à soupçonner la CIA, et à Richard Nixon, qui croyait que les personnes derrière le Watergate étaient essentiellement les mêmes personnes qui se sont débarrassées de John Kennedy. Robert Kennedy himself,
Robert Kennedy lui-même a envoyé un messager à Moscou une semaine après l'assassinat pour dire aux Soviétiques « Nous savons que vous n'avez pas tué John Kennedy, le président. C'était un complot de l'extrême droite nationale. Mais les politiques de JFK, vous savez, mettre fin à la guerre froide, œuvrer pour la paix, allaient devoir attendre parce que LBJ était trop proche des grandes entreprises. Donc, il allait falloir attendre que RFK arrive à la Maison-Blanche pour reprendre ses plans. Mais bien sûr, RFK est tué avant de pouvoir arriver à la Maison-Blanche dans des circonstances très douteuses. Même Gerald Ford lui-même a dit à un président ou un premier ministre français, je ne me souviens plus lequel, un gars nommé Debray. Je suis probablement en train de déformer son nom. Mais il lui a dit qu'il croyait qu'il y avait un complot, mais qu'il ne pouvait tout simplement pas déterminer qui l'avait fait. Et bien sûr, il était l'une des personnes de la commission Warren, et il a aidé à dissimuler l'emplacement d'une des blessures de la balle magique, censée être l'une des 7 blessures causées par cette seule balle. Il a déplacé la blessure d'entrée du dos au cou, ce qui n'avait aucun sens du tout selon le certificat de décès, ou si vous regardez les vêtements. Charles de Gaulle n'y croyait pas. Indira Gandhi n'y croyait pas. Kwame Nkrumah, Sukarno, pratiquement personne dans les cercles du pouvoir à l'époque ne le croyait, mais ils l'ont tous dit publiquement. Même Earl Warren, il est assez facile de supposer qu'il savait qu'il y avait une conspiration, mais que son travail, tel qu'il le comprenait, était d'empêcher que cela ne soit exposé parce qu'il avait été informé par LBJ, essentiellement, que cela conduirait à une guerre nucléaire parce qu'il y avait une main soviétique derrière. Et quand on considère qu'il a été informé de cela et qu'il a été réduit aux larmes par le président, le juge en chef des États-Unis, on peut comprendre pourquoi, même s'il croyait que Jack Ruby devait être une sorte de figure du milieu qui a tué Oswald, il pouvait croire qu'il avait été poussé à le faire par des personnes de la sécurité nationale qui essayaient d'éviter une guerre nucléaire en réduisant Oswald au silence. Qui sait ce qu'il croyait vraiment faire là, mais il semble qu'il pensait qu'il empêchait une guerre nucléaire. Même les membres de la commission Warren, eux-mêmes, n'étaient pas vraiment unanimes. Il y avait 3 dissidents, Richard Russell, Hale Boggs et John Cooper. Ils en ont parlé et ont même essayé de le faire inclure dans les délibérations, dans le rapport. Le sénateur Russell a été essentiellement piégé pour faire toute une présentation sur le fait qu'il ne croyait pas à la théorie de la balle magique et avait d'autres questions. Il y avait apparemment un sténographe qui prenait des notes, mais c'était, je pense, un faux sténographe ou quelque chose du genre, parce qu'il n'y a aucune trace de cela. Il a été essentiellement piégé pour aller dans ce sens. Donc, en réalité, personne n'y croyait à l'époque. Beaucoup de gens n'y croyaient pas à l'époque, et de plus en plus de preuves se sont accumulées au fil des ans. Donc, le New York Times fait simplement ce que le New York Times fait, en meilleur, c'est-à-dire agir comme le bras publicitaire de l'Empire américain. Maintenant, vous et d'autres avez parlé d'une petite faction au sein de la CIA, presque comme un gouvernement au sein de la CIA, qui est sa propre clique et qui aurait pu perpétrer cet assassinat. Pouvez-vous expliquer cette théorie et comment ces nouveaux dossiers éclairent ces connexions? Eh bien, ça fait James Angleton, un budget comme une figure très sinistre et d'un Grace assassin. Et si vous avez regardé les auditions hier, Jeff Morley s'est beaucoup concentré sur la gestion du dossier Oswald. Richard Helms, qui est finalement devenu directeur, mais qui à l'époque était directeur des plans sous Kennedy, ce qui équivaut au chef du service clandestin, était responsable des sales coups. Morley a identifié 3 responsables qui ont menti à propos d'Oswald. L'un d'eux est George Joannides, qui gérait l'un de ces groupes d'exilés cubains pendant l'administration Kennedy.
Plus tard, il a été utilisé comme liaison pour l'enquête du Congrès sur l'assassinat, et il les a bloqués à chaque étape. Ce n'est que de nombreuses années plus tard qu'on a découvert qu'il était quelqu'un qui aurait vraiment dû être un témoin. Il était un témoin matériel qu'ils auraient dû interroger au sujet de l'implication potentielle de la CIA dans l'assassinat. Au lieu de cela, il était le lien censé les aider à obtenir des documents. Mais en réalité, il était là pour les empêcher d'obtenir des documents. C'est donc très scandaleux. Ce type, Johannides, avait trompé les responsables américains sur son rôle. Et il en était de même pour Richard Helms et James Angleton, qui ont menti sur la mesure dans laquelle ils avaient surveillé Oswald et ce que l'agence savait sur Oswald. Comme le documente Jeff Morley, ils avaient un gros dossier sur Oswald et lisaient son courrier depuis longtemps. Il y a donc cet aspect-là. Il l'avait sous surveillance. Il l'utilisait de différentes manières. Il semble, soutient Peter Dale Scott et Jeff Morley aussi, qu'Oswald était utilisé par Angleton. Ils n'ont pas beaucoup insisté là-dessus hier, soit dit en passant, mais ils ont écrit à ce sujet dans le passé qu'il y a beaucoup de preuves suggérant qu'Oswald était utilisé par Angleton, apparemment dans le cadre d'une chasse aux taupes. Vous dites, « Oh, il y a tellement de pénétration que nous devons avoir ce genre de... » Je pense qu'ils appellent ça un repas de barium ou quelque chose que vous mangez avant de passer une imagerie si vous avez un cancer. Et c'est censé montrer le chemin à travers votre corps. Et cela pourrait montrer des dommages vasculaires ou cela pourrait montrer ceci ou cela, n'est-ce pas? Eh bien, Oswald lui-même, parce qu'il était un transfuge vers l'Union soviétique, était une personne d'intérêt. Et Angleton avait tous les dossiers le concernant dirigés vers lui. Certaines des informations disponibles avaient des noms différents, des orthographes et des erreurs différentes. Et si vous les examiniez, Angleton pourrait d'une manière ou d'une autre découvrir qui était la taupe. S'il rapportait ces informations erronées d'une manière particulière, il pourrait découvrir qui était la taupe. Mais en réalité, ce que je suggérerais qu'il faisait, c'était de s'assurer qu'ils auraient le monopole de ce que le gouvernement savait sur Oswald de cette manière. Donc Angleton est un individu très trompeur, et je crois que cela fait partie de ce qu'il faisait. Il lisait son courrier, il le surveillait, et en surface, il semble, eh bien, qu'il ait fait défection vers l'Union soviétique. Il pourrait être communiste. Mais en réalité, son parcours est si étrange, et ses activités n'ont aucun sens, jusqu'à ce que vous vous demandiez s'il est un agent de renseignement. Et soudain, tout devient parfaitement logique. Par exemple, il est impliqué dans cette altercation publique à la Nouvelle-Orléans, où il finit par passer à la radio et débattre avec ses gars du comité Fair Play pour Cuba. Et il est exposé comme un ancien transfuge en Union soviétique, ce qui discrédite en quelque sorte le comité Fair Play pour Cuba, que nous savons maintenant que la CIA tentait illégalement de discréditer en menant des opérations. Et quand Oswald était à la Nouvelle-Orléans en train de faire ces choses, distribuant ses tracts, il travaillait depuis le bureau d'un ancien agent du FBI de droite, qui utilisait également ce bureau pour collaborer avec des groupes d'exilés cubains pour planifier l'opération Mongoose, un genre d'opération de guérilla, d'opération paramilitaire, etc. À un moment donné, une organisation associée à cette personne, Guy Bannister, a essayé d'acheter des camions au nom de Lee Oswald, alors que Lee Oswald était en Union soviétique. Donc, quelqu'un l'usurpait là-bas. Ainsi, Oswald semble assez clairement avoir été un agent provocateur d'une certaine sorte, travaillant pour le gouvernement. Et cela n'a jamais été expliqué de quelque manière que ce soit. Il y a donc tellement de choses. Et des preuves, disent les gens. Des preuves directes et indirectes, vous savez, prouvent ou ne prouvent pas. Ce sont des choses différentes.
Il existe différents standards de preuves légales, etc. Donc vous savez, ce qui constitue vraiment, il n'y a pas de dossier qui dit « Opération tuer JFK » et l'explique dans une note d'une page. Il n'y aurait jamais quelque chose comme ça pour une opération de cette envergure. Mais il y a une énorme quantité de preuves liant la CIA et ses acteurs à Oswald. Et c'est une partie de cela. Donc il y a l'aspect Oswald, pour lequel je pense qu'il y a beaucoup de preuves pointant vers Angleton, en particulier manipulant cela. Angleton et d'autres font partie de cette histoire. David Phillips, à Mexico, est une grande partie de cela. Permettez-moi de poser rapidement une question à ce sujet, car c'est très étrange. En repensant à la façon dont nous avons commencé cela, nous parlions de ces démocrates du Congrès, et ils disent de manière définitive « Oh, il n'y a aucune preuve d'implication de la CIA, aucun complot de la CIA. » Mais comme vous l'avez mentionné, il y a toutes ces étranges connexions de la CIA avec Lee Harvey Oswald. Et non seulement cela. Ils le surveillaient, puis ils ont cessé de le surveiller. Très bizarrement, comme vous l'avez mentionné, après qu'il ait été arrêté à la Nouvelle-Orléans, et après qu'il soit allé à Mexico et aurait rencontré quelqu'un impliqué avec le KGB, cela serait une raison d'augmenter la surveillance si vous êtes dans la lutte contre le terrorisme, comme James Angleton, ou toutes ces personnes qui recevaient ces dossiers sur Lee Harvey Oswald à l'époque. Mais ils ont fait exactement le contraire. Ils ont cessé de s'intéresser à Lee Harvey Oswald. Donc c'est très étrange. Comme vous le dites, peu importe comment vous voulez l'appeler, preuve directe, preuve indirecte, cela soulève beaucoup de questions. Et il est clair qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas résolues. D'accord. Eh bien, ils ont menti à ce sujet pendant longtemps, ce qui est significatif, ainsi que sur leur lien avec Oswald, leur surveillance d'Oswald et leur intérêt opérationnel pour Oswald. Et ils ont également rendu cela difficile pour, je veux dire, ce qu'Angleton faisait, c'était essentiellement rendre les choses très difficiles pour quiconque. Chaque fois qu'Oswald apparaissait, cela lui était personnellement transmis. Donc c'est très difficile. Il avait le contrôle de la manière dont cette information était créée et distribuée. Donc c'est notable. Il y a aussi eu un cas où, comme vous le dites, ils ont commencé à le surveiller moins. En un sens, ils ont retiré un avertissement flash d'Oswald, ce qui a été fait, je crois, par un agent du FBI nommé Marvin Giesling. Ça s'écrit G-H-E-E-S-L-I-N-G. Et il était du FBI, mais il a retiré cet avis flash d'Oswald, ce qui, d'après ce que je comprends, aurait impliqué que les services secrets prêtent attention à Oswald spécifiquement autour de la visite du président. Donc, en réalité, il aurait dû être visité et surveillé par des responsables de la sécurité avant que le président ne s'y rende. Et il ne l'a pas été. Et ce n'est pas qu'ils ont oublié de faire quelque chose. Ils sont intervenus activement pour retirer Oswald de cette liste. Et d'après ce que je comprends, Giesling, le fonctionnaire qui a fait cela, qui n'était pas une personne de très haut rang, a été initialement réprimandé, mais ensuite cela a été effacé de son dossier de performance et il n'a pas été puni pour cela. Alors pourquoi n'a-t-il pas été puni? C'est important. Pourquoi les gars qui surveillaient Epstein ne sont-ils pas punis, par exemple? Pour moi, c'est un signal d'alarme. Et cela ressemble à une sorte de preuve circonstancielle d'un complot de l'État clandestin ou d'une opération de l'État clandestin lorsque vous avez ce genre d'échecs qui ne sont pas traités comme des échecs par l'État administratif. Il y a un personnage dont nous n'avons pas encore parlé, c'est Jack Ruby, qui, selon le récit officiel, s'est simplement énervé à propos de l'assassinat et est sorti avec une arme pour tirer sur Lee Harvey Oswald avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit ou témoigner devant le tribunal sur ce qui s'était passé ou s'il y avait d'autres complices. Qu'est-ce qui explique vraiment pourquoi il a tué Lee Harvey Oswald?
Eh bien, Ruby est un personnage fascinant et probablement la pierre de Rosette pour essayer de comprendre certains aspects de l'assassinat. Juste pour réitérer ce que vous avez dit à propos de Ruby, réduisant Oswald au silence, il est notable que l'un des arguments du camp anti-conspiration est que, eh bien, quelqu'un aurait parlé. Mais dans ce cas, vous avez deux figures principales qui sont impliquées d'une manière ou d'une autre, sans aucun doute, à savoir Lee Oswald et Jack Ruby. Lee Oswald a peut-être été le premier théoricien du complot dans l'assassinat de JFK, parce qu'il a lui-même dit « Je suis un bouc émissaire. On me tend un piège ici. Je n'ai tiré sur personne. Je suis juste un bouc émissaire. » Et il essaie d'appeler un officier du renseignement militaire nommé, je pense, William Hurt ou John Hurt. John Hurt, peut-être. L'un d'eux est l'acteur. William Hurt est l'acteur. Je pense que c'est John Hurt. Mais de toute façon, il essaie d'appeler un officier du renseignement militaire qui est stationné, je pense, en Caroline du Nord. Et ils ne laissent pas l'appel passer. Ils ne prennent aucune note sur ce qu'il dit. Lorsqu'il est interrogé, ils n'enregistrent rien. Ils ne prennent aucune note. Donc lui-même a supposé une conspiration. Et Jack Ruby lui-même a dit plus tard, « Des personnes en position de pouvoir m'ont mis dans la position où je suis, et ils ne laisseront jamais la vérité éclater au grand jour, parce qu'ils ont trop à perdre. » Donc, les deux principaux acteurs, qui sont des fous solitaires, nous dit-on, ont pointé vers une conspiration, et pourtant, ils n'ont pas été autorisés à faire quoi que ce soit à ce sujet. Jack Ruby lui-même a dit à Earl Warren, « Ma vie est en danger ici. Emmenez-moi à Washington, et je peux vous dire ce qui s'est passé. Parce qu'il y a une nouvelle forme de gouvernement qui va prendre le pouvoir, et ça va être horrible. Et personne ne peut l'arrêter. » Maintenant, lorsqu'il avait parlé à Warren, il venait d'être déclaré fou par un psychiatre nommé Jolly West, dont nous savons maintenant qu'il était impliqué dans le programme MKUltra de la CIA. Il a aidé à diriger le programme de contrôle mental de la CIA et a mené toutes ses expériences en utilisant du LSD, souvent sur des sujets de tests non informés. Il a même tué un éléphant en lui administrant une dose massive de LSD à un moment donné. Et c'est lui qui a été envoyé pour évaluer la folie de Jack Ruby. Il a dit que Ruby avait eu une crise psychotique parce que juste au moment où Jolly West est venu évaluer Ruby, celui-ci a commencé à halluciner et à dire que des gens voulaient l'attraper, etc., etc. Son épisode correspondait essentiellement à un trip sous acide, probablement un très mauvais trip sous acide. Il est apparu au fil du temps à quel point la CIA ou des personnes autour de la CIA et autour de MKUltra étaient impliquées dans la défense juridique de Ruby. Ces avocats étaient soit liés au syndicat, soit connectés à ce milieu de personnes utilisant la psychologie et la psychiatrie à des fins juridiques, comme moyen de défense pour plaider que quelqu'un était fou et donc non coupable pour telle ou telle raison. Ils ont d'abord essayé de faire cela avec Ruby. Ils allaient dire, « Eh bien, il est fou, parce que si vous dites qu'il est fou, cela signifie que vous pouvez ignorer tout ce qu'il pourrait dire. » Mais je pense que Ruby lui-même a été utilisé un peu de la même manière qu'ils ont utilisé Oswald à Mexico. Oswald à Mexico, disent-ils, rend visite à ce type nommé Kostikov, qui est un coordinateur d'assassinat du KGB. Et donc, cela est utilisé pour dire à Earl Warren que si vous enquêtez là-dessus, cela pourrait mener à une guerre nucléaire. Nous ne pouvons pas avoir cela. Vous devez donc traiter toute conspiration de cette manière. C'est le chef de la commission Warren. Et puis Ruby, d'un autre côté, si vous examinez son passé, il occupe une position très sensible ou unique dans le syndicat du crime, et surtout dans la prise de contrôle de Dallas par le syndicat, plus ou moins. Donc, il est connecté. Il remonte plus loin. Même en 1939, il était dans la pièce lorsque le président d'un syndicat local de ferrailleurs est assassiné et tué. Et finalement, ce syndicat est repris par un gars nommé Dorfman, en quelque sorte le bras droit de Jimmy Hoffa.
Cela conduit à la prise de contrôle par la mafia des fonds de pension des Teamsters, ce qui constitue une grande partie de l'histoire du crime organisé dans les années 50 et 60, et ainsi de suite. Donc Ruby a été arrêté pour cela et non inculpé. Plus tard, il a été impliqué dans cette affaire avec un gars nommé Paul Roland Jones, qui a été arrêté pour de grosses accusations de drogue. Et Ruby aurait dû être impliqué dans l'une de ces affaires de drogue, parce qu'il a parlé à Jones à cette époque. Mais pour une raison quelconque, Ruby ne l'était pas. Il y a beaucoup d'indications qu'il était un informateur, et il a même eu des évaluations en tant qu'informateur. Donc je crois qu'il était un informateur pour le FBI, et ils l'ont évalué comme un informateur correct. Et apparemment, son rôle était d'être la personne du syndicat gérant le trafic de drogue, dans le cadre de cela, car il apparaît dans ces domaines. Et il y en a une, je crois que c'est la femme d'un mafieux, qui dit que, oui, quand mon mari devait conclure un deal de drogue ou organiser un arrangement qui passait par Dallas, il devait obtenir l'approbation de Jack Ruby. Il semble donc avoir été un lieutenant du syndicat là-bas. Et vous savez, il y a aussi ce type, Paul Roland Jones, avec qui Ruby était associé pour la drogue et essayait de s'implanter à Dallas. Jones et les gens autour de lui, comme je pense, Dave et Sam Yaris, qui sont frères, sont impliqués dans ce meurtre très médiatisé d'un gars nommé James Regan, qui en 1946 contrôlait le service de télégraphie, qui était un service de jeu qui vous donnait les résultats des courses à travers le pays. Et si vous vouliez contrôler le jeu du crime organisé dans une région, vous vouliez avoir le contrôle de ce service de télégraphie, mais il était contrôlé au niveau national. Et c'était une sorte d'infrastructure majeure pour que le crime organisé s'implante dans les grandes villes à travers le pays. Parce que vous amenez les gens à accepter de petits pots de vin pour le service de télégraphie et un peu de jeu, puis vous les avez pour tout le reste. Une fois qu'ils sont corrompus, ils peuvent être achetés pour fermer les yeux sur la drogue, la police, et ainsi de suite. Donc, c'est un point d'ancrage pour le crime organisé, mais à un niveau national. Ainsi, Ruby était impliqué de manière tangentielle dans deux de ces épisodes. Le meurtre de Teamster, qui a conduit à la prise de contrôle du fonds de pension de Teamster par le syndicat, puis le meurtre de James Regan, qui a conduit à la prise de contrôle du service de télégraphie par le syndicat. Et James Regan est allé parler à un journaliste national, et le journaliste, Drew Pearson, l'a encouragé à aller au FBI. Il a dit que Hoover avait dit à ce journaliste que, eh bien, le roi des services de presse, il est poursuivi par ces gars ou poursuivi par ces gens, mais ce sont des personnes importantes qui ont changé leur manière et qui sont bonnes. Deux des gars, Annenberg et Crown, sont très notables en tant que sionistes. Je veux dire, des figures super sionistes, d'après ce que je comprends. Le père d'Annenberg est allé plus tard en prison et était un associé de Linsky. Annenberg lui-même est le gars dont la famille possédait TV Guide et le Philly Inquirer. Je veux dire, ce sont des gens extrêmement riches. Et Crown, Henry Crown, son fils ou petit-fils, faisait partie de ce méga-groupe avec Wexner. Je crois qu'Adelson en faisait peut-être partie. C'était un groupe de lobbying pro-Israël dans les années 90, lié à des personnes connectées à Epstein de différentes manières. Il y a donc cet élément de crime organisé mêlé au Mossad. Et Ruby faisait partie de ce syndicat national du crime. Et je pense que cela touche au cœur de notre problème, ou s'en approche, de penser que nous n'avons jamais vraiment résolu aucune de ces questions avec le syndicat national du crime. Ils ont en quelque sorte créé une histoire de couverture sur « Oh, cette mafia italienne est vraiment la Cosa Nostra », et ainsi de suite. Et puis voilà, cela semble être comme une mythologie sur la façon dont le crime organisé fonctionne réellement. Et l'essentiel est que c'est tellement imbriqué avec l'état de sécurité nationale, surtout
parce que pendant la guerre froide, l'idée était qu'il fallait vaincre le communisme. Donc, si vous deviez vous allier avec des trafiquants de drogue, et si ce sont les seuls capitalistes dans la région en Asie du Sud-Est, si le seul véritable capitalisme est celui des trafiquants d'opium, alors je suppose que vous devez travailler avec eux, parce que vous devez vaincre le communisme. Mais il faut noter que des gens gagnent de l'argent avec cela tout le temps. Je veux dire, le commerce des stupéfiants est l'une des plus grandes opérations commerciales au monde, si vous le considérez dans son ensemble. Il est au même niveau que le pétrole et le trafic d'armes en tant que trois principaux générateurs d'activité économique à l'international. Vous avez mentionné James Angleton à plusieurs reprises, et je pense qu'il est important pour nous de nous concentrer sur lui, car il semble être un acteur principal du complot. De nombreuses preuves le suggèrent, y compris le fait qu'il recevait tous ses rapports sur son bureau concernant le principal auteur de l'assassinat, Lee Harvey Oswald. Vous avez donc ce nouvel article. Il s'appelle James Angleton, le Mossad, le syndicat et les affaires cubaines de la CIA. Et cela fait beaucoup de personnages. Pourriez-vous d'abord expliquer quelle est leur importance dans ce complot d'assassinat? Bien sûr. Cela provient du témoignage d'Angleton devant le comité Church en 1975 et il venait d'être licencié de la CIA. Et il a été difficile de le faire sortir de là. Cela a vraiment nécessité une sorte d'opération en soi pour s'en débarrasser. Apparemment, ce qui s'est passé, c'est que William Colby est devenu le directeur de la CIA, mais au départ, il travaillait sous James Schlesinger, qui est devenu directeur une fois que Nixon a licencié Richard Helms. Et c'est mauvais pour le Watergate. Cela contribue à déclencher le Watergate dans un sens. Mais James Schlesinger a été appelé parce qu'il a examiné le Watergate et a vu les liens de la CIA avec les cambrioleurs du Watergate. Il pensait que c'était très préoccupant. Il voulait savoir tout ce que la CIA avait fait pour aller à l'encontre de sa charte et enfreindre les lois, etc. Et il voulait tout mettre dans un seul dossier, et il assigne William Colby pour le faire. Eh bien, finalement, William Colby devient directeur de la CIA un peu plus tard, et il décide qu'Angleton doit partir. Et la façon dont il le fait, en partie, est de faire fuiter des histoires à la presse sur beaucoup des crimes d'Angleton. Et il utilise C. Hersh pour cela. Donc, Angleton était un peu sur la défensive à propos de son petit fief qu'il dirigeait, parce qu'il était en charge du contre-espionnage à la CIA, ce qui signifiait qu'il était le gardien de la sécurité de la CIA en un sens, s'assurant qu'il n'était pas infiltré par des agents soviétiques et traitant avec des espions qui pourraient potentiellement s'égarer ou devenir des risques pour la sécurité. Et nous ne savons pas tout ce qui relevait de sa compétence. Mais il y avait beaucoup de choses que la CIA a faites pendant cette période, comme assassiner l'un de ses propres responsables, nommé Frank Olson, qui a été drogué avec de l'acide à un moment donné et apparemment jeté par une fenêtre du 10e étage à Manhattan, et il meurt. C. Hersh a finalement découvert, par une source à la CIA, qu'il y avait effectivement un mécanisme en place pour gérer les risques de sécurité, et cela a été utilisé contre Olson. Les véritables détails n'ont jamais été pleinement admis par le gouvernement. Le gars qui était en charge de cette petite opération était James McCord, qui aide plus tard à faire tomber Nixon avec le Watergate, et qui était également impliqué dans les opérations du Fair Play for Cuba Committee sur le sol américain. C'était un gars qui travaillait pour Angleton, en grande partie. C'est donc suspect. Et tout cela indique qu'Angleton avait ce fief à la CIA, faisant des choses un peu en dehors des livres, sans que les directeurs le sachent. Et il témoigne à ce sujet devant le comité Church en 1975. L'une des choses qu'il lui demande concerne le compte israélien qu'il gère.
Il ne s'occupait pas seulement du contre-espionnage et ne coordonnait pas seulement des choses comme, vous savez, l'élimination d'agents, apparemment, comme potentiellement Frank Olson. Nous supposons qu'il faisait effectivement cela. Il était la personne en charge de ce genre d'opération. Mais il gérait aussi le compte israélien, parce qu'il avait des relations avec des sionistes de haut niveau qui précédaient la création d'Israël. Il travaillait avec Teddy Kollek, qui est devenu plus tard le maire de Jérusalem et était une sorte de figure sioniste fondatrice. Et il avait toutes ses connexions avec le Mossad, et il dirigeait le bureau du Mossad. Il était le lien avec le Mossad. Et cela a été mis en œuvre à Cuba. Et cela n'a pas été connu pendant longtemps. Ce qui se passe, c'est ce qu'il dit au comité Church. Il dit, eh bien, la baie des cochons a été exposée trop tôt, ainsi que toutes ses autres opérations, et la CIA n'a fondamentalement aucune sécurité opérationnelle. Donc c'est un vrai problème. Si nous voulions que cette affaire cubaine, vous savez, les opérations à Cuba, après l'échec de la baie des cochons, et il voulait faire l'opération Mongoose et ses autres efforts pour subvertir le gouvernement cubain et assassiner Castro. Si nous voulons que cette affaire cubaine reste secrète, et c'est tellement sensible parce que nous faisons toutes ces choses sérieuses, eh bien, la CIA est compromise, dit Angleton. Donc, j'ai dû utiliser quelqu'un d'autre pour superviser essentiellement toutes ces opérations et faire rapport à l'officier de la CIA, Bill Harvey, qui était sous Angleton. Il dit donc qu'il n'avait vraiment pas d'autre choix que de laisser cet officier du renseignement israélien gérer l'affaire cubaine, être l'intermédiaire avec l'affaire cubaine que William Harvey dirigeait, avec Angleton supervisant cela, apparemment. Harvey était nominalement en charge, mais Angleton semble avoir travaillé directement avec lui et il contrôlait le canal d'information, qui était un agent du Mossad. Cette affaire cubaine incluait des relations avec la mafia. William Harvey lui-même était la personne qui avait travaillé avec Johnny Roselli, le mafieux, pour réaliser ces infâmes complots d'assassinat de Castro. Une autre partie de cette affaire cubaine était ZR Rifle, qui était un programme d'assassinat mis en place par la CIA. C'était très secret. Et j'ai trouvé un autre document indiquant que les documents concernant ZR Rifle devaient tous être acheminés vers Helms et un autre chef non nommé, mais ça pourrait avoir été Angleton. Donc Angleton créait tous ces flux de documents et le contrôle du matériel classifié de telle sorte que Israël allait être l'intermédiaire dans l'affaire cubaine. Et le reste de la CIA serait exclu de cela. Les informations sur Oswald étaient également, dans le cadre d'une chasse aux taupes, contrôlées par Angleton. Ainsi, toutes les informations sur Oswald étaient en quelque sorte contrôlées par Angleton, à la fois sur Oswald et sur Cuba. C'est intéressant parce que dans le cas d'Oswald, en lisant son courrier, vous avez aussi une personne qui n'était pas connue pour être un agent du Mossad, mais qui plus tard, je crois, a pris sa retraite en Israël. Et il a écrit ces articles dans la presse israélienne sur l'histoire des espions juifs, vous savez, dans l'Antiquité, et ainsi de suite. Donc c'était un sioniste, et il écrivait sur des sujets d'espionnage. Il travaillait pour Angleton, qui avait toutes ces connexions troublantes avec Israël. Est-ce qu'Angleton faisait surveiller Oswald par ce type? Était-il potentiellement quelqu'un qui était un agent double d'une certaine sorte? Parce que plus tard, il est allé vivre en Israël et a écrit sur l'histoire des espions juifs pour des médias israéliens. Donc c'est un aspect de la question. Mais dans les deux cas, il gère Oswald, et lui seul comprend vraiment Oswald, en partie parce qu'il l'utilise dans cette chasse aux taupes. Tous les soviétiques pénètrent partout, donc cela doit être si secret, et utiliser des figures comme Oswald pour potentiellement découvrir qui est la taupe. D'accord. Donc, je dois contrôler cette information. Et puis de l'autre côté, avec ce programme d'assassinat dans l'affaire cubaine, il contrôle aussi toutes ces informations. Et encore une fois, l'excuse est, eh bien,
je dois utiliser ce compte israélien parce que le reste de la CIA est compromis par des taupes, et les Soviétiques le découvriront. Donc je dois juste faire ça. Mais en réalité, cela lui a donné presque un contrôle total et une compréhension de ce qu'était cet appareil d'assassinat et programme liés à la mafia qu'il dirigeait là-bas. Donc si vous dites par exemple, est-ce que la CIA a tué Kennedy? Eh bien c'est une chose difficile à argumenter, mais Angleton semble avoir été impliqué dans certains de ces aspects de manière très suspecte. Et il a utilisé l'excuse de l'Union soviétique et de l'anticommunisme pour créer des protocoles qui faisaient en sorte que seul lui et un petit nombre de responsables auraient connaissance de ce qui se passait. Il est donc une figure très suspecte, et ses liens avec Israël et la mafia sont notables. C'est un cadran sombre de ce que faisait la CIA. C'est comme si on pouvait l'appeler une CIA au sein de la CIA, ou une version privée de la CIA. Mais c'est une force obscure dans la politique américaine. Les vues politiques d'Angleton étaient essentiellement celles d'un néoconservateur, avant qu'il n'existe quelque chose appelé néoconservatisme. Il a fait cause commune avec les ultrasionistes, parce que ce sont les gens qui forment en quelque sorte la base de ce que nous considérons comme le néoconservatisme dans les années 70. Cela commence. Angleton a probablement trouvé d'autres personnes qui pensaient comme lui ou travaillaient avec elle au sein du gouvernement. Et il y avait un consensus, je pense, parmi beaucoup d'oligarques et de personnes de la sécurité nationale que Kennedy devait partir. Angleton semble en être une grande partie. Il a utilisé le Mossad d'une certaine manière et a également utilisé des actifs de la mafia. La relation entre la mafia, le syndicat du crime national, et le Mossad, ou Israël, ou le sionisme, est une chose très radioactive à examiner. Mais beaucoup de gens comme Peter Dale Scott et Alan Block, et je pense un biographe de Lansky lui-même, ont écrit que Lansky semble être la personne qui dirige vraiment le syndicat dans un sens plus large et gère toutes ces opérations de blanchiment d'argent. Et l'affaire de la mafia italienne a en quelque sorte couvert beaucoup de cela, comme une sorte d'histoire de couverture. Par exemple, lorsque Lansky a aidé à fournir des armes à Israël pour sa fondation, Nixon s'en prend au syndicat d'une manière contrôlée, mais les endommage tout de même d'une certaine manière et commence à enquêter sur Lansky. Lansky part en Israël et y reste jusqu'en 1973. En 1973, Nixon est vraiment dans l'eau chaude à cause du Watergate. Ce qui est intéressant, c'est que parmi toutes les personnes dans ce milieu d'intelligence, de mafia, d'assassinat de Kennedy, vous savez, des figures comme Jimmy Hoffa, Sam Giancana, Johnny Rosselli, John Martineau, Meyer Lansky, le seul gars qui ne meurt pas de manière prématurée est Lansky. Eh bien, vous avez mentionné Peter Dale Scott, et j'ai regardé The American Deep State. Je pense que c'est un livre très intéressant, parce qu'il établit une sorte de continuité entre tous ces événements qu'il appelle des événements profonds. Peter fait des liens entre l'assassinat de JFK, le Watergate, l'Iran-Contra et le 11 septembre. Il établit ces parallèles. Pouvez-vous expliquer cette continuité sur la façon dont ces types d'événements choquants sont utilisés et exploités par les classes dirigeantes aux États-Unis pour étendre encore plus leur pouvoir? D'accord. Donc quand JFK est tué, ils disent eh bien, c'est un fou solitaire, et il l'a fait sans vraie raison, parce que c'est un fou solitaire. Mais ensuite, la réponse est d'augmenter la surveillance des groupes potentiellement violents. D'accord. Donc, si Oswald, par exemple, était un fou solitaire, alors pourquoi? Quel est l'intérêt de s'occuper des groupes? Comment vous protégez-vous des fous solitaires en surveillant des groupes comme ça? Cela n'a pas vraiment de sens. Et vous savez, après le Watergate, quand vous avez le comité Church qui mène ses enquêtes sur les activités de la CIA et du FBI, le résultat est que, au lieu de mettre fin à ce genre d'activité,
Ils continuent en quelque sorte hors des livres. Comme ils créent des opérations à l'étranger, comme le Safari Club, impliquant d'anciens responsables de la CIA qui auraient pu être licenciés parce qu'ils étaient un peu trop extrêmes et qu'ils essayaient de nettoyer la CIA. Cela a également utilisé les services de renseignement égyptiens, saoudiens et iraniens pour essentiellement diriger la CIA lorsque celle-ci était trop occupée ou sous enquête. Ainsi, ces efforts pour tenter de réprimer une partie de la criminalité clandestine de ces entités ou pour traiter des événements profonds comme l'assassinat de Kennedy finissent par aggraver le problème. Et cela s'est produit à plusieurs reprises. Et un autre élément que Peter Dale Scott voit relier beaucoup de ces événements profonds, comme le Watergate ou l'assassinat de JFK et le 11 septembre, est la continuité des réseaux gouvernementaux ou le réseau de la fin du monde. Et c'est, je pense, pourquoi je ne dis pas simplement « Oh, la CIA a tué JFK ». Parce que, vous savez, ce dont je parlais plus tôt avec Angleton, cachant cette affaire cubaine, vous savez, et utilisant le Mossad pour le faire. Je ne sais pas si j'ai abordé la partie clé de cela, qui était que dans le témoignage qu'Angleton a donné, encore aujourd'hui, si vous voulez ce témoignage, vous verrez qu'il dira que le statut est complet, avec des suppressions ou quelque chose comme ça. C'est comme s'ils avaient supprimé les rédactions. Mais il y a une suppression. Mais j'ai en fait trouvé la page. Peut-être qu'il y a plus d'une page, mais il y avait une page que j'ai trouvée qui avait été supprimée dans une version plus ancienne de ce document. Je pense à une qui est sortie dans les années 90 et qui était par ailleurs très incomplète et plutôt inutile. Mais quand vous assemblez cette page qui était présente puis supprimée par la suite, ce que vous voyez, c'est qu'Angleton n'a pas informé le directeur de la CIA qu'il utilisait un agent israélien pour gérer les opérations les plus sensibles et potentiellement explosives de l'histoire de l'agence. Et le directeur de la CIA n'a pas été informé des parties concernant l'assassinat. Le directeur de la CIA, que JFK avait nommé, n'a pas été informé de la composante d'assassinat qui était menée ici. Angleton admet qu'il ne leur a pas parlé de l'agent israélien qui agissait comme liaison là-bas. Il ment un peu à ce sujet. Il dit que la situation est si grave que les Soviétiques vont la pénétrer, donc je dois utiliser cet agent israélien. Puis quelqu'un lui demande, « Eh bien, si c'est vraiment si risqué et dangereux, pourquoi ne pas en parler à McCone ?» Et il répond, « Oh, il n'aurait pas été intéressé. » Ainsi, on peut voir comment Angleton crée, sans même la supervision du directeur de la CIA, ce genre de mécanisme impliquant la mafia, Israël, et des assassinats directement depuis Cuba. Mais d'un autre côté, vous avez cette partie militarisée, que nous pourrions appeler le réseau de l'apocalypse, ou la planification de la continuité du gouvernement ou des institutions. Cela a été créé pour faire face à une attaque nucléaire en particulier, ou à une sorte d'urgence nationale qui décapiterait la direction américaine. Cela pourrait tuer le président et le vice-président, ou quelque chose de similaire. Comment l'armée pourrait-elle intervenir et instaurer la loi martiale avec tout ce pouvoir prépondérant? Des réseaux de communication sont mis en place pour permettre cela, ainsi que différents protocoles et mesures d'urgence que l'on peut prendre. Eh bien, ces éléments sont impliqués dans différents aspects de l'assassinat de JFK, du Watergate et de l'Iran-Contra. Et le 11 septembre, il y a eu un appel téléphonique ou des appels passés par Dick Cheney, apparemment en utilisant les réseaux de communication de continuité du gouvernement. Et nous n'y avons jamais eu accès. Et cela devrait nous alarmer qu'au cours des années 90, c'était Dick Cheney et Donald Rumsfeld qui faisaient beaucoup de la planification de ces opérations. Il y a donc des niveaux de secret qu'ils, tout comme Angleton, disant « Si je n'utilise pas cet agent israélien, les Soviétiques le sauront. Et alors nous sommes condamnés. »
La guerre froide sera perdue face aux Soviétiques à cause de notre mauvaise sécurité. Et pendant ce temps, c'est lui qui est responsable de cette sécurité, ce qui rend la situation encore plus comique. Et puis il y a le réseau de l'Apocalypse du côté militaire, qui dispose également de réseaux et de protocoles ultra secrets et d'une autorité supérieure pour protéger en cas d'urgence nationale. Et donc le résultat est que nous ne savons pas ce que ces éléments faisaient vraiment dans de nombreux cas. C'est antidémocratique, ultra secret, despotique, autoritaire, quel que soit le mot que vous voulez utiliser. Mais cela n'a aucun sens selon une compréhension libérale démocratique de la façon dont le gouvernement est censé fonctionner. C'est vraiment une forme de bureaucratie fasciste déguisée, si vous voulez vraiment regarder au cœur de la question. C'est très intéressant, la connexion que vous faites, et je suppose que Peter Dale Scott faisait aussi, montrant cette continuité entre ces types d'événements profonds, quand quelque chose de très tragique et choquant se produit. Et nous ne savons pas vraiment pourquoi. Les récits officiels qu'on nous raconte n'ont pas beaucoup de sens. Et si vous voulez vous y pencher ou avez des questions à ce sujet, vous êtes instantanément étiqueté comme un théoricien du complot. Même si les conspirations sont réelles, elles existent. Comme le mémo Powell, par exemple, est une conspiration que tout le monde connaît. Alan Dulles, dont j'ai entendu parler par vous auparavant, a écrit ces mémos pour le Council on Foreign Relations dans les années 1940 et 1950, parlant de pourquoi nous avons besoin de l'hégémonie mondiale pour protéger les capitalistes et les intérêts commerciaux américains en étendant notre empire à l'étranger, et juste avec ce langage très cru. Et si vous regardez cela, vous diriez « Oh, ce sont comme des élites dirigeantes conspirant contre les masses ». Mais si vous le signalez, vous êtes traité de théoricien du complot. D'accord. Le terme théorie du complot est si insensé qu'à bien des égards, c'est une sorte de synecdoque pour le contre-éclaircissement que nous avons traversé. Le terme complot est simplement quelque chose de mauvais planifié en secret par deux personnes ou plus et ensuite exécuté, ou, vous savez pas, vous pourriez avoir un plan de complot sans réellement le réaliser. Mais c'est juste un complot qui est gardé secret ou un mauvais plan qui est gardé secret, impliquant deux personnes ou plus. En théorie, c'est juste une explication de quelque chose. Donc, il y a de mauvaises théories du complot et il y a de mauvaises théories qui ne sont pas complotistes. Comme si vous essayiez de dire que le 11 septembre n'était pas le résultat d'un complot, et que vous avez une théorie du 11 septembre qui n'est pas une théorie du complot, ce serait stupide, parce que tout le monde est d'accord pour dire que le 11 septembre était un complot. Et donc, toute explication ou théorie sur ce qui s'est passé le 11 septembre sera une conspiration, n'est-ce pas? Donc, ça n'a aucun sens. De plus, le bras opérationnel de la CIA, son travail entier est de conspirer, de mener à bien des plans qui sont le plus souvent illégaux, soit par la loi nationale américaine, soit par les lois des pays dans lesquels ils opèrent, et de créer des histoires de couverture pour qu'ils puissent inventer des mensonges pour expliquer ce qui s'est passé, et pour qu'ils n'aient pas à admettre que c'était une opération de la CIA. Donc ils conspirent tout le temps, et ils mentent à ce sujet tout le temps. Et ils ont été pris en train de mentir à ce sujet tant de fois. Et pourtant, encore, quand les responsables gouvernementaux disent « Oh oui, c'était un soulèvement démocratique », la presse le prend au sérieux. Quand, s'ils prêtaient attention à l'histoire, ils raconteraient que dans des situations similaires, le gouvernement a menti sur ces choses pendant des années et mentira toujours à leur sujet jusqu'à ce qu'ils soient forcés de les admettre, n'est-ce pas? Mais ils ne font pas ça. On ne nous donne pas ce contexte. On s'attend simplement à ce que nous croyions des menteurs connus qui ont conspiré et dont les conspirations ont été exposées d'innombrables fois au cours des décennies
depuis la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, il y a une stigmatisation sociale que l'establishment tente d'imposer à quiconque suggère que le régime, le service clandestin, fait ce qu'il fait toujours, c'est-à-dire conspirer. Vous ne devez pas dire qu'ils font ce qu'ils font. C'est aussi ridicule que de dire que, genre, « Oh, je ne crois pas en... » Si vous dites que vous ne croyez pas aux conspirations d'État, c'est comme dire que vous ne croyez pas au département des véhicules à moteur ou quelque chose du genre. C'est idiot. Pourtant, c'est ce que pensent les libéraux et beaucoup de soi-disant gauchistes. Ils pensent que c'est un signe de sophistication de ne pas croire que le gouvernement est capable d'intrigues secrètes et sinistres. Cela n'a aucun sens, et cela nous a un peu stupéfiés politiquement, parce que nous ne pouvons pas aborder des choses comme l'assassinat du chef d'État le plus populaire, au moins depuis Franklin Roosevelt en 1963. On ne peut toujours pas nous dire la vérité à ce sujet. Je veux dire, y a-t-il un groupe de personnes qui répand plus de théories du complot que le gouvernement américain, cependant? On nous a dit que l'Irak possédait des armes de destruction massive, qu'il collaborait et conspirait avec Al-Qaïda et Oussama Ben Laden. Ce n'était pas vrai. On nous a dit en même temps qu'ils avaient perpétré les attaques à l'anthrax, alors qu'il s'avère que cela venait de Fort Detrick dans le Maryland. Oh, on nous a dit que l'ordinateur portable de Hunter Biden était de la désinformation russe. Vraiment, la liste continue. Et ce sont des théories du complot très conséquentes. C'est vraiment bien de vous parler. Il est très important de faire passer ces faits aux gens pour qu'ils sachent ce qui s'est passé dans le passé. Car ce n'est pas seulement le passé. Ces choses continuent évidemment. Si vous pensez que la CIA a cessé de faire des assassinats et d'intervenir dans les affaires intérieures et internationales de toutes sortes de manière peu recommandable, alors je suis désolé, mais vous êtes naïf. Je voudrais simplement ajouter, pour rebondir sur ce que vous dites, que ce n'est pas seulement que le gouvernement américain diffuse des théories du complot bidon. C'est que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, pratiquement l'ensemble des États-Unis, la politique étrangère a été organisée autour de théories du complot, souvent très artificielles, comme le complot communiste mondial. C'était l'expression utilisée par J. Edgar Hoover. Il fallait avoir cela comme complot, comme cosmologie dominante de l'époque. Car de cette manière, on pouvait justifier des politiques agressives à l'étranger, renverser des gouvernements et soutenir des dictatures, etc. Mais ensuite, lorsque la guerre froide se termine, il y a un bref moment où les conspirateurs sont des trafiquants de drogue internationaux et peut-être tel ou tel groupe terroriste. Mais surtout, après le 11 septembre, la nouvelle terreur, le nouveau complot, est le soi-disant complot islamo-fasciste, ou peu importe comment il l'appelait à l'époque, pour parler de l'islamisme mondial, comme de ce complot visant à imposer la loi de la charia et à créer le califat, etc. Ils doivent créer une théorie du complot, là, n'est-ce pas? Le Russiagate était une théorie du complot bidon. Je veux dire, les théoriciens du complot les plus irresponsables, et ceux dont les théories du complot irresponsables ont les conséquences les plus graves et souvent mortelles, seraient le régime américain. Donc cet aspect est juste. Une fois que vous comprenez la duplicité ici, cela vous rendra très opposé au régime sous lequel nous vivons et à la cosmologie qu'il nous impose à travers les médias, le monde académique, les politiciens, etc. C'est un système qui, je pense, est en train de s'effondrer et la majorité mondiale va le surmonter. Et je pense que les États-Unis perdront d'abord leur pouvoir à l'étranger, en conséquence. C'est en partie ce que nous voyons. Et puis, cela fera paraître ce régime très faible et un peu pathétique, alors qu'il essaie de contrôler les choses sur le plan intérieur, car politiquement, nous ne pouvons rien faire contre eux. Il semble qu'à ce jour, il n'y ait pas de parti ouvrier ou de groupe de personnes
pour s'opposer à ce système de capitalisme impérial, comme on pourrait l'appeler, et d'hégémonisme mondial, comme les Chinois l'appellent parfois. Ils nous ont tellement divisés et embrouillé nos esprits de différentes manières pour nous rendre politiquement neutres, que je pense que cela va être le travail du reste du monde, de stopper cela d'une manière ou d'une autre. Et j'espère que d'une manière ou d'une autre, il deviendra clair comment nous, en Occident, pourrions faire quelque chose à ce sujet. Mais honnêtement, nous sommes surtout des spectateurs ici, parce que nous sommes tellement déconcertés et neutralisés par notre propre régime politique et les systèmes de compréhension que nous avons autour de nous, que nous ne pouvons pas faire grand-chose. Eh bien, ce n'est pas une note très optimiste pour conclure, mais je pense que c'est exact. Et je vous remercie encore d'être venu aujourd'hui. Si les gens veulent lire et regarder votre travail, où devraient-ils aller? Le podcast American Exception est sur Patreon, donc il suffit de chercher American Exception Patreon et vous devriez pouvoir le trouver. Nous sommes également sur YouTube, il y a une chaîne American Exception, et sur Substack où je publie occasionnellement, vous pouvez également trouver American Exception. Le livre est American Exception, Empire in the Deep State, et il y a une version audio de ce livre. Il y a aussi un film documentaire qui sortira bientôt et qui traite du livre et des sujets connexes que j'ai étudiés. J'ai donc publié beaucoup de matériel, notamment le podcast. Même si j'ai une évaluation sombre du système politique américain, je suis en fait plus optimiste à long terme, parce que le destin des empires est de tomber, et l'empire américain est le plus grand et le plus riche de l'histoire humaine, et il va aussi tomber. Une fois que cela se produira, les illusions et la mystique devraient changer, et cela devrait tout changer. Donc je suis en fait optimiste dans l'ensemble, même si je suis très pessimiste ou sombre à propos du système américain. Je ne veux pas être exactement un rabat-joie. Le reste du monde voit les États-Unis et l'Occident pour ce qu'ils sont. L'Occident n'en est pas encore là, mais je pense qu'il va devenir de plus en plus difficile de nier la réalité. Et Trump accélère les choses en un sens. Trump is accelerating things in a sense.